Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoForce, donc pour cette actualité crypto, donc numéro 85. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, que tout va bien, même si vous êtes en vacances par exemple, je vous le souhaite. Donc j'espère que vous allez bien, je continue à vous remercier, tout ça, on a dépassé la barre des 700 abonnés, donc ça fait super plaisir. Et puis on va continuer dans cette voie tous ensemble, on va partager un maximum d'informations parce que le savoir, c'est également pouvoir faire quelque chose derrière. On sait, c'est la philosophie de la chaîne. Donc plus on a d'infos et plus on peut agir derrière. Et donc pour les informations du jour, donc on va parler des actualités crypto en premier temps, comme d'habitude, avec les projets crypto, notamment le Bitcoin, VeChain, le XRP également avec Ripple, parce qu'on a le rapport trimestriel qui est tombé pour l'entreprise Ripple et donc le XRP. On va parler ensuite des actualités économiques et crypto plus général. Donc là aussi, il y a des choses à dire parce qu'en ce moment, ça déménage vraiment sévère et il ne faut pas se tromper. C'est pas parce qu'on ne parle que des Jeux Olympiques qu'il n'y a que les Jeux Olympiques qui se déroulent en ce moment. Loin de là, très très loin de là. Et d'ailleurs, c'est une illusion, puisque je pense que la rentrée, c'est mon avis personnel, va être vraiment chaud patate sur le marché, sur le plan économique, et pas que en Europe, pas que en France, ce sera un peu partout. Et même aux États-Unis, ça commence à chauffer là au niveau économique, parce que les derniers chiffres qui sont tombés au niveau de l'inflation, du chômage, ça, et ils sont pas forcément bons, même outre-Atlantique. Voilà, donc on va voir tout ça aujourd'hui, faire le petit point de la semaine. Et puis sinon, bah écoutez, si vous êtes chaud patate, eh bien, propose de prendre un petit café ou de quoi boire, vous posez tranquillou et puis on démarre tous ensemble. Allez. Donc c'est parti avec le rapport de Farside Investor sur le Bitcoin, enfin sur les ETF Bitcoin Spot plutôt. Et donc ça y est, on a actuellement atteint un chiffre donc de 17,5 milliards de dollars atteints, donc injectés sur les ETF Bitcoin Spot. C'est moins que la semaine dernière si vous notez les choses. Donc ça veut dire qu'on a eu effectivement une baisse dans les flux. On voit d'ailleurs sur le 2 août, il y a une énorme baisse sur les flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot. Donc il y a même des flux sortants pour le coup. Et même BlackRock a subi l'hémorragie qu'on peut le voir. Alors, non, même pas. Non, je me suis trompé. Non, c'est juste Fidelity. Donc il n'y a que BlackRock qui est resté en fait en positif sur l'ensemble des gestionnaires d'actifs qui proposent les ETF Bitcoin Spot. Donc c'est vraiment une énormité. On voit que BlackRock continue de lessiver ses concurrents là-dessus et de progressivement capter le monopole sur ce marché-là. Bon, donc voilà pour les ETF Bitcoin Spot. En parallèle, on voit que le Bitcoin continue de faire des hauts et des bas dans un range, on va dire entre les 55 000, 65 000, voire 70 000 dollars. Et que là, il nous refait des ciels en ce moment en termes de prix. Donc on est dans une période vraiment d'accumulation, on peut le dire. Est-ce que ça va aller à la baisse avant de remonter ou est-ce que ça va partir directement à la hausse et continuer le bull run? Ça, je suis bien à mal de vous le dire. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas de boule de cristal. D'ailleurs, je vous le rappelle, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement. Tout ce que j'ai dans cette vidéo, c'est à titre informatif uniquement et vous devez faire vos propres recherches, les amis. C'est très important. Voilà, parce que je n'ai pas la science infuse, je vous le dis régulièrement. Bon, donc ça c'est pour les ETF Bitcoin Spot. Maintenant, je vais continuer avec des petits articles, comme d'habitude, à vous présenter, très intéressants, notamment un article de journalducoin.com, comme on peut le voir ici, l'entreprise, donc MicroStrategy, toujours plus de Bitcoin malgré une perte nette de 123 millions de dollars. Donc là, on a effectivement le PDG de MicroStrategy, ou plutôt l'ancien PDG, donc Michael Saylor, qui est très connu dans la sphère crypto, et bien qu'il y a un Bitcoin maximaliste, donc lui pour le coup ne parle que sur le Bitcoin. Alors ça je pense que c'est une erreur parce qu'il faut quand même diversifier un maximum. Il y a l'or, l'argent, il n'y a pas que le Bitcoin. Et même dans les crypto-monnaies, il y a d'autres crypto-monnaies intéressantes, il n'y a pas que le Bitcoin. Donc déjà, ne visez que le Bitcoin, c'est quand même bon assez risqué en termes de non-diversification, sans avoir à diversifier au maximum, mais forcément, mais on peut quand même un peu diversifier sur des valeurs refuges comme l'or et l'argent par exemple.
Bon, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, l'entreprise, donc MicroStrategy de Michael Saylor, a continué à investir dans le Bitcoin pour atteindre quand même un chiffre impressionnant de 226 500 Bitcoins dans leur coffre. Donc là, on a vraiment une baleine, hein. À ce niveau-là, c'est vraiment devenu une baleine MicroStrategy. Et on voit que leur objectif, c'est d'accumuler un maximum de Bitcoin, parce que là, on est quand même à 60... dans les autres 60-70 000 dollars le prix pour un Bitcoin, et ils continuent à acheter. Alors, on voit que la fièvre acheteuse continue malgré les prix quand même assez hauts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils parient eux aussi quand même sur une continuité de la hausse des prix du Bitcoin, et leur philosophie c'est de penser que le Bitcoin ce sera en fait quelque part la seule monnaie qui va survivre à l'échelle mondiale par rapport à l'apocalypse qui va nous tomber dessus au niveau économique. Et ça, pour le coup, sur ce plan-là, je suis plutôt d'accord sur cette philosophie-là, c'est que on arrive au bout d'un système traditionnel financier et qu'il va falloir quand même rapidement se pencher sur d'autres systèmes. Et donc, il n'y a pas 36 millions, je vous le dis très souvent, il y a les crypto-monnaies avec le Bitcoin en fer de lance, mais pas que le Bitcoin. Et il y a également à côté l'or, l'argent physique. Voilà. Donc, c'est pas 36 000 solutions, pas besoin de diversifier 36 millions de voies. Vous avez déjà globalement des voies pour diversifier vos actifs et un peu débancariser, par exemple. Voilà. Donc déjà, première nouvelle intéressante, c'est que MicroStrategy continue à croire au Bitcoin et donc au bull run qui va arriver dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent si vraiment on a du retard. Donc très intéressant, il faut savoir que MicroStrategy a acheté donc, son bac de 226 500 Bitcoin dans une moyenne où le Bitcoin était à peu près à 36 000 dollars. Ça veut dire que là, ils sont à 70% de rendement de ROI sur leurs investissements. C'est assez énorme, ça reprend aujourd'hui une somme de 14 milliards de dollars à peu près sur un investissement de base de 8 milliards de dollars. Donc ça veut dire que MicroStrategy a quand même fait un pari gagnant là, sur les années qui sont passées. Bon, allez, je continue toujours sur le Bitcoin, notamment avec un deuxième article, cette fois de Cryptost.fr, le Bitcoin, une solution pour protéger l'épargne des Argentins face à un peso dévalué. Donc voilà, j'en parlais juste avant, boum, comme par hasard. Donc là, les Argentins, on le sait, ils subissent une inflation de dingue, donc ils sont à plus de 100% d'inflation. Quoique ça commence à baisser avec l'arrivée de Javier Milei et sa politique agressive au niveau économique, mais enfin, on voit quand même que c'est toujours, qu'est-ce qui se passe pour les Argentins, qu'une des solutions majeures qu'ils ont aujourd'hui, eh bien, c'est le Bitcoin. C'est même pas, vous voyez, l'or, l'argent physique. Non, c'est le Bitcoin parce que c'est plus facile à utiliser, ça reste numérique. L'or, l'argent physique, c'est bien, c'est l'idéal en termes de valeur refuge, mais il faut le stocker. C'est physique, et puis il faut le cacher, quoi. Enfin, bon, donc c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients pour chaque actif, mais là on voit que les Argentins, en tout cas, adorent le Bitcoin, en tout cas pour ceux qui veulent protéger leur argent de la dévaluation du peso. Donc, demain, si on a une dévaluation de l'euro, il y a de fortes chances que nous n'ayons pas le choix de nous tourner vers des alternatives et le Bitcoin sera une des alternatives à mon avis, comme le prouve ce genre d'article. Bon, allez, je continue toujours avec le Bitcoin. Donc cette fois, un article de Coin Academy. Les whales Bitcoin ont accumulé leur plus grande quantité de BTC en juillet depuis octobre 2014. Bon, j'ai pas envie de vous faire... Enfin, je crois que j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Bah, déjà, qu'est-ce que c'est les whales? Bitcoin, c'est tout simplement les personnes, les portefeuilles crypto qui détiennent le plus de Bitcoin au monde. Voilà, donc après il y a une certaine somme, je crois, pour être, il faut avoir peut-être 1000 Bitcoins ou 10 000 Bitcoins pour être éligible à la qualification de whale. Donc whale, je rappelle, ça veut dire une baleine, et donc une baleine, c'est voilà, quelque chose qui accumule beaucoup de, de poids. Donc là, c'est ici la métaphore pour illustrer les propriétaires de nombreux Bitcoins. Bon. Voilà. Et donc là, c'est quand même une première depuis 2014, c'est-à-dire que font les baleines? Et je rappelle que les baleines, c'est en général les institutionnels, c'est en général les personnes qui sont des investisseurs chevronnés, ou des personnes qui sont dans le milieu de la banque traditionnelle, qui ont accès à des informations que nous, pauvres mortels, nous n'avons pas forcément. Donc, ces informations-là, eh bien, eux, ils les utilisent forcément au fur et à mesure du temps, et c'est devenu même un indicateur de performance pour nous, pour les investisseurs normaux,
de voir que font les baleines au fur et à mesure du temps. Et d'ailleurs, on l'a vu, c'est-à-dire que sur les précédents cycles haussiers-baissiers sur le Bitcoin, eh bien, on a eu, par un moment, on a eu atteint le pic en 2021 des prix du Bitcoin. Qu'ont fait les baleines? Eh bien, elles ont toutes vendu. Alors que la majorité des investisseurs débutants, eux, au contraire, achetaient au pic du Bitcoin parce qu'ils étaient dans l'euphorie et galvanisés en plus par les médias qui indiquaient effectivement un record historique pour le Bitcoin. Voilà. Et donc, dans l'inverse, les baleines, elles vendaient à ce moment-là. Donc, on voit que les baleines savent, et ont une stratégie, et donc, du coup, c'est un indicateur. Alors, ce n'est pas non plus 100% fiable, parce que les baleines peuvent également se planter. Elles n'ont pas l'avenir de boule de cristal, mais elles ont quand même plus d'expérience et d'indicateurs de performance à leur disposition pour savoir que faire en fonction de la situation du marché, mais également en fonction de la situation géopolitique. Parce que tout est lié dans l'économie, c'est ça qui est intéressant également. Voilà, donc là, les whales Bitcoin ont accumulé encore plus de Bitcoin là, depuis 2014. Donc, c'est qu'elle parie forcément sur une explosion des cours du Bitcoin dans les mois qui viennent, voire les années qui viennent. Tout simplement. Bon, donc je continue. Cette fois, j'ai passé donc à VeChain notamment. Ouais, j'ai fini pour le Bitcoin pour aujourd'hui. Donc j'ai passé au projet désormais, donc notamment VeChain comme je vous l'ai dit, et il y a un tweet, vous voyez, de Jake VeChain qui est donc, je crois, le responsable communication. Vous voyez, c'est exact écrit là, VeChain Communication Lead. Et donc là, c'est très intéressant parce qu'il indique les statistiques sur notamment l'outil de développement de VeChain et le fait qu'il y a plus de 1000 téléchargements cette fois par semaine. Alors ça, c'est quand même un record historique pour VeChain, parce qu'il n'y avait pas eu de tels chiffres depuis très longtemps. Même, je crois que c'est les premiers chiffres. Il n'y a jamais eu de tels chiffres. Je vais montrer les courbes après, vous allez comprendre. Ensuite, il y a eu DAppKit, pareil. Donc là, il y a un record en termes de téléchargement de ce DAppKit. Les activités sur les smart contracts. Donc là, c'est exactement ce que je vais vous montrer pour donner un ordre de grandeur de ce qui se passe là sur l'écosystème du VeChain. Donc on voit bien que là, au fur et à mesure du temps, vous voyez, par exemple, là, j'ai quelque chose qui part de 2018 jusqu'en 2024. Et on voit que ça, c'est simplement les smart contracts qui sont activés donc sur l'écosystème du VeChain. Et là, on peut voir que ça a tout simplement explosé depuis, vous voyez, 2024. Et en très peu de temps, on s'est retrouvé avec donc des smart contracts activés à hauteur de 184, donc en début d'année 2024. Et là, aujourd'hui, nous en sommes en fait à plus de 700. Alors, ça prend mal, voilà, on est à 621, même voire 700. Donc ça c'est en train d'exploser. Et ça, c'est lié également à la plateforme VBetterDAO, vous savez, avec les dApps qui arrivent sur cette plateforme continuellement. On a déjà parlé de la plateforme VBetterDAO la semaine dernière, donc je ne vais pas en reparler, je ne vais pas la représenter. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que là, on a une explosion de l'utilisation de l'écosystème VeChain, justement avec la traçabilité en fer de lance, sûrement. Voilà. Donc, plutôt positif, parce que qui dit utilisation de l'écosystème VeChain dit derrière, eh bien, on fait grossir l'ensemble, on brûle du BTHO notamment, parce que je rappelle que sur la plateforme VBetterDAO, les conversions, les transactions sont en BOT3 ou en B3TR. Et bien derrière, c'est des transactions qui nécessitent des frais de gaz et donc des frais en VTHO. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandaient quel est le lien entre ces deux tokens-là d'un côté et les deux autres tokens initiaux qui sont le VeChain et VTHO. Eh bien, en fait, c'est le VTHO qui fait un peu le pont entre ces deux écosystèmes et donc plus vous avez d'utilisation et de mouvements et de frais de transaction sur l'écosystème de la plateforme VBetterDAO et plus vous brûlez de VTHO et donc plus vous faites pump quelque part l'écosystème d'ailleurs du VeChain et de la crypto-monnaie VET derrière. Aussi simple que ça. Bon, je continue avec la deuxième information de VeChain, cette fois avec un tweet officiel de la fondation VeChain. Donc là, personnellement, j'adhère beaucoup moins, parce que c'est dans le cadre du réchauffement climatique, pour moi, qui rentre avec les taxes carbone et tout. Donc là, on entre dans quelque chose où on ouvre la porte sur la dictature, je vous l'ai déjà dit. Bon. Ok pour le réchauffement climatique, personnellement, ok, j'y crois, ça se réchauffe et tout, pas de souci. Mais par contre, il ne faut pas nous prendre pour des billes et faire en sorte que le réchauffement climatique, ce soit un prétexte pour nous mettre dans une cage
doré, hein, tout ce que vous voulez, et nous obliger à utiliser un voyage en avion par an, alors que toutes les célébrités, machin, eux, ils peuvent voler en jet privé quand ils veulent. Enfin non, faut pas nous prendre pour des billes quand même, voilà. Donc là, malheureusement, c'est un peu ce qui est en train de se passer, puisque, regardez, on a un partenariat entre la Fondation VeChain et ce qu'ils appellent donc le CCRI, c'est-à-dire le Crypto Carbon Rating Institute. Donc, c'est-à-dire que c'est un institut qui est chargé, en fait, de noter une notation de carbone, peut-être des entreprises, des institutions, ou même à l'échelle globale, voilà. Donc, c'est une organisation européenne, vous voyez, qui délivre la transparence sur l'impact environnemental de notamment l'industrie crypto. Bon, allez. Donc si à la limite ils sont juste dans le data, pourquoi pas, mais j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter là, donc attention à ce niveau-là. Et il parle bien évidemment de la loi MiCA, donc c'est pour ça qu'on fait la référence à maintenant la régulation crypto, et donc à la loi, et donc aux autorités, et au gouvernement, et tout le tralala qui va avec. Bon. Donc ils disent MiCA reste une des pièces les plus importantes de l'Union européenne au niveau de la législation. Donc là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de faire un partenariat, en fait, quelque part, vous voyez, VeChain et la Commission européenne. Alors quand on voit la corruption de la Commission européenne avec, en fer de lance, tous les pontes, enfin bref. Voilà, donc ça c'est quelque chose, moi, qui m'a pas du tout enchanté, hein, parce que si VeChain, voilà, là on entre dans le cadre où justement, il y a un moment, on doit faire un choix. J'ai fait une vidéo il y a longtemps là-dessus, où avec tous l'essor, ces technologies-là, hein, qui sont comme la blockchain, mais aussi l'intelligence artificielle, il y a un moment où nous, êtres humains, on va devoir faire un choix de qu'est-ce qu'on va en faire. Donc la blockchain, ça reste un outil, l'intelligence artificielle, ça reste aussi un outil. Donc si on l'utilise pour améliorer les choses, pour faire le bien et tout, bah, ça sera des bons outils. Mais si on les utilise pour fliquer, contrôler, mettre en place des dictatures et tout, bah, ce sera de mauvais outils. Un peu comme, pas dire le nucléaire, mais le nucléaire, si on en fait des bombes, on en fait des fusées, bah, forcément, c'est une mauvaise chose, parce que ça va ça va raser la planète. Mais si on l'utilise pour l'électricité, et qu'on arrive à l'utiliser à bon escient sans contaminer tout et n'importe quoi au niveau de la nature, ça reste un bon outil. Sans nucléaire, on n'aurait pas d'électricité aujourd'hui, en France notamment. Bon, et sinon on ferait comme en Allemagne, on polluerait avec le CO2 à max. Donc bon, voilà. Et c'est pour ça que là, je pense qu'on arrive à un point, un tournant où malheureusement VeChain risque d'être peut-être alpagué. Après, c'est mon avis, hein, je répète, c'est mon avis personnel. Peut-être que je me trompe sur toute la ligne. Voilà, et je n'ai pas de science infuse, donc je reste très ouvert, moi, bien évidemment, toujours hein, aux avis. Vous pouvez mettre en commentaire notamment et tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez plus de précision là-dessus. Voilà. Bon, sur ce, je finis sur VeChain, pas d'autres informations du tonnerre, donc on va passer au prochain projet, et notamment à Ripple et au XRP, où là, regardez, vous avez en fait le bilan trimestriel hein, du deuxième trimestre sur, enfin, le rapport ça sur le XRP avec les prochaines également jalons. Ça, c'est là où c'est intéressant. Et il parle également de tout ce qui est la tokenisation et le milieu du Real World Asset. Très intéressant. Donc, c'est pour ça, hop, je vous montre l'article, comme vous pouvez voir. Donc là, on est sur Ripple Insight, hein, comme vous pouvez constater ici. L'article date du 2 août 2024, donc il est sorti il y a 2 jours. Donc, on va dire, il n'y a pas plus frais en termes de nouvelles. Et donc, j'ai pas le début, je vais bypasser parce qu'il parle plutôt de l'aspect général actuel. Donc, il n'y a pas non plus de très forte, enfin, pas des nouvelles centrales. Hein. Il parle également de la relation de la loi MiCA. Bon, la loi MiCA, on sait, va être implémentée d'ici décembre 2024. Bon, on le sait déjà. Il parle également de tout ce qui est le prix du XRP en fonction du temps. Donc bon, ça, on l'a vu, on l'a tous constaté, donc c'est même pas la peine d'en parler. Les volumes d'échange sur le XRP, sur les plateformes exchange. Donc là, on voit que c'est en baisse. C'est vrai qu'il y a des chiffres en baisse plutôt sur le XRP. Mais par contre, il y a des chiffres en hausse également sur les volumes sur la plateforme XRPL. Donc, enfin voilà, mais ça, c'est très anecdotique. Donc, je n'ai pas voulu m'attarder là-dessus. Là où ça va être plutôt intéressant, c'est tout ça. C'est-à-dire là, il parle de qu'est-ce qu'il prévoit pour 2024 et au-delà, en termes de gestion de projet, si je puis dire,
pour leur XRP et leur plateforme XRPL. Donc là, ils parlent, vous voyez, de mettre en place donc l'interopérabilité sur leur plateforme XRPL avec donc un pont Axelar, comme ils disent ici. Donc ça a déjà été abordé, hein. J'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, pour améliorer effectivement donc l'efficacité, la sécurité sur en fait leur plateforme XRPL. Donc ça a déjà été mis en place plus ou moins. Ils parlent très intéressant de tous les systèmes d'Oracle et des tokens avec multi-utilisation. Et donc là, ils disent que tout ça, donc ça va apparaître plutôt en Q3, c'est-à-dire là au prochain trimestre, donc septembre, octobre, vers ces eaux-là. Et ils vont mettre en place donc ce système de MPT, donc le Multi-Purpose Token, qui autorisera en fait la création de tokens avec des structures plutôt complexes. Donc peuvent représenter, donc c'est écrit ici, hein, une variété d'actifs, utiliser les métadatas, enfin voilà. Donc là ils sont en train de, quand même de pousser les choses plus loin, et ça c'est dans le cadre bien évidemment de la tokenisation des actifs. Donc ils sont en train de faire évoluer un petit peu leur technologie à ce niveau-là, au niveau de la plateforme XRPL. Ensuite, il parle de l'intégration du XRPL, où là, il parle effectivement de la plateforme Arcax. Donc, on a déjà entendu parler, où notamment le PDG de Arcax disait que, bien, prochainement, il y aurait des milliards et des milliards de dollars qui seraient injectés dans la plateforme XRPL, enfin dans le XRP, et donc ça pourrait faire exploser le cours du XRP dans les années à venir. C'était un peu ce qu'il rappelle ici, parce qu'ils ont dit en deuxième trimestre, nous avons vu l'annoncement de Arcax, donc une plateforme exchange digitale régulée donc au Royaume-Uni, qui s'attendait à apporter des centaines de millions de dollars sur tout ce qui est la tokenisation des actifs, c'est-à-dire le Real World Asset sur la plateforme XRPL dans les années à venir. Voilà. Donc ça, c'était le PDG, comme je vous l'ai dit, on a vu la vidéo, je vous l'avais présenté, je crois. Voilà, qui disait tout ça. Ensuite, donc là, ils vont effectivement mettre l'accent, le paquet sur tout ce qui est la communauté. Bon, rien de très innovant là-dessus, hein. C'est un peu du marketing. Ensuite, là, très intéressant, par contre, ils parlent de leur Ripple USD, c'est-à-dire leur stablecoin. Et donc là, ils disent que ça y est, donc comme annoncé selon les plans, ils prévoient de lancer le stablecoin plus tard cette année. Donc il n'y a pas de date précise, mais en tout cas, ce sera d'ici la fin d'année, donc 2024. Ils prévoient de lancer leur stablecoin qui sera 100%, vous voyez, renforcé sur les dépôts en dollars. Et également les bons du trésor américain et également d'autres sources de cash équivalentes au dollar. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant ce qui est en train de se passer parce que là on va voir après des articles sur l'actualité crypto générale, on va parler de Tether et des bénéfices qu'ils ont fait cette année, c'est un truc de fou. Donc on voit que miser sur les stablecoins, c'est peut-être pas une mauvaise idée, en tout cas pour Ripple et XRP, pour engranger des bénéfices très intéressants. On va en parler de toute façon après. Ensuite, voilà, il parle de la on-chain activity, c'est-à-dire un peu des volumes, ce qui s'est passé sur le XRPL, l'XRP, etc. Et là, on voit que c'est tout en baisse quasiment. Vous voyez, les transactions, c'est en baisse largement. Les burns de XRP, c'est en baisse. Il n'y a que les coûts moyens par transaction, malheureusement, qui sont en hausse. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. De 168%. Mais tout le reste, voilà, c'est en hausse. Il n'y a que les frais de transaction, finalement, qui sont en hausse. Tout le reste est en baisse. Donc ça, c'est, bon, pas une bonne nouvelle, hein, d'un trimestre à l'autre. Mais c'est pas non plus significatif pour le XRP non plus. Bon. Mais c'est intéressant à souligner. On verra au troisième trimestre quelle sera la situation sur ces volumes-là. Et enfin, donc pour finir sur ce rapport, eh bien, au 31 mars 2024, donc le XRP détenait, Ripple détenait un montant de 4 milliards 800 millions de XRP et avait dans son ledger escrow 40 milliards 100 millions de XRP. Et au 30 juin 2024, donc il ne restait plus que 4 milliards, alors, plus 682 millions et dans leur ledger escrow 39 milliards 500 millions. Donc on voit que chaque trimestre en fait Ripple vend au final du XRP et pas qu'un peu hein, pour financer ses activités. Donc là ça va que à ce rythme-là ils ont quand même une marge avec 4 milliards 800 millions de 4 milliards 600 millions maintenant. Ils ont quand même la marge, ils ont quelques années devant eux hein, pour
pour payer leurs employés, leurs structures, etc. Mais il ne faudra pas que ça dure indéfiniment ad vitam aeternam, hein, puisqu'on voit qu'en fait, quelque part, ils sont obligés de vendre leurs actifs, d'ailleurs ça c'est connu, hein, pour financer leurs activités, payer les salariés, leurs salariés et tout. Donc ça, c'est aussi un point un peu négatif, c'est qu'ils ne sont pas en fait quelque part autosuffisants, pour le moment en tout cas, et c'est peut-être pour cette raison d'ailleurs hein, qu'ils vont sortir leur stablecoin XRP, enfin USD. Voilà, je me demande. Ça collerait en tout cas, et ce sera positif pour eux dans tous les cas. Voilà. Bon, allez, donc ce sera tout pour le XRP aujourd'hui. J'ai passé donc aux prochains articles, notamment à l'actualité crypto générale avec cointribune.com. Donc crypto, les ETF Ethereum démarrent en août avec 26,7 millions de dollars. Donc là, sur quelques jours, bon, c'est pas beaucoup, hein, 26 millions de dollars comparé au Bitcoin qui lui enchaîne les milliards en termes des ETF Bitcoin Spot. Là, on voit que Ethereum, c'est quand même plus doux. C'est quand même logique puisque Ethereum est beaucoup moins attractif que le Bitcoin, évidemment. Mais au moins, ça donne un ordre de grandeur qu'il y a des millions qui affluent sur également Ethereum. Ensuite, je continue et là, on va passer effectivement à l'article très intéressant pour faire le parallèle avec, vous voyez, XRP et Ripple. C'est un article de Coin Academy. USDT Tether réalise un bénéfice record de 5,2 milliards de dollars au premier trimestre 2024. Donc là, on voit quand même que c'est des montants totalement colossaux, hein, 5,2 milliards. Et ça, c'est sur un seul semestre. Donc voilà, sur l'année, ils vont enchaîner les bénéfices, ils continuent sur cette voie et il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Donc, c'est pour ça qu'on comprend mieux peut-être l'objectif de Ripple de créer leur propre stablecoin pour essayer de mettre la main sur une partie du gâteau que représente le marché des stablecoins. Voilà, ça très intéressant. Ensuite, je continue avec les cryptos toujours. Donc, un article de Cointelegraph France. L'exchange Bybit interrompt ses activités en France. Donc là, on voit que Bybit est en conflit avec l'autorité des marchés financiers AMF depuis 2022, date à laquelle le régulateur met l'exchange sur liste noire. Donc attention, si vous avez Bybit, attention, vous n'aurez plus la possibilité d'utiliser la plateforme exchange. Et ça rappelle également totalement l'aspect de loi MiCA en Europe là, et l'impact que ça peut avoir sur des plateformes exchange qui ne sont pas en adéquation avec les conformités quelque part de la loi MiCA en Europe. Voilà, donc là on voit déjà l'impact quand même de la régulation européenne sur les plateformes exchange, même si ça fait un petit moment apparemment que l'exchange Bybit est dans les collimateurs même de l'AMF, pour vous dire l'autorité des marchés financiers. Donc on n'est pas à l'abri, ça rappelle, piqûre de rappel que les plateformes exchange centralisées, personnellement je vous le dis, je ne les utilise que comme intermédiaire. Jamais de la vie je laisse des crypto-monnaies sur ces plateformes exchange comme une banque ou un truc comme ça, parce qu'on n'est pas à l'abri que du jour au lendemain, en plus c'est quand même assez soudain là, on soit sur ce genre de nouvelles où finalement on ne peut même plus utiliser la plateforme exchange. Alors je crois que vous rassurez-vous, je crois que l'exchange Bybit, vous pouvez encore retirer vos fonds, mais c'est juste que vous ne pouvez plus rien faire dessus autre que retirer vos fonds, quoi. Ça ne sert plus à rien. Mais là encore ça passe, mais bon on l'a vu avec d'autres exemples comme dans le passé, hein, comme FTX notamment, que les plateformes exchange centralisées, c'est toujours risqué, que ce soit un piratage ou autre, de perdre ses fonds ou d'avoir des difficultés pour récupérer ses fonds. Donc là aussi, petite piqûre de rappel, il vaut mieux investir peut-être 100 balles dans une clé Ledger sécurisée, mais au moins vous êtes sûr d'être tranquille et vos cryptos sont vraiment dans votre poche, entre guillemets. Voilà. Allez, je continue. Cette fois, je passe aux actualités économiques. Et là, attention, chaud patate, ça déménage sévère, puisqu'on commence fort donc la semaine, hein, avec la bourse de Tokyo, le Nikkei, donc la bourse de Tokyo, on s'appelle comme ça, chute de 5,8%, et ça continue à chuter entre-temps, hein, vous allez voir, j'ai les chiffres mis à jour aujourd'hui, à la clôture dans la foulée des pertes à Wall Street. Donc là, c'est la pagaille hein, pour tous les marchés boursiers mondiaux. Donc là, on voit que l'article il datait du 2 août 2024. Donc là, on est le 4, et pour ça que j'ai mis à jour en fait un peu tous les chiffres, et également j'ai pris donc les statistiques des marchés boursiers également du CAC 40, donc la France, du Nikkei et du S&P 500, et j'ai fait un petit comparatif. Vous voyez, je suis sur Google Finance, ici là. Donc on voit que le CAC 40, sur 5 jours,
J'ai pas pris 20 ans là, hein. J'ai pas pris un an, j'ai pas pris 6 mois, j'ai pris 5 jours. Sur 5 jours, le CAC 40 a perdu 3,4%. Sur 5 jours, le Nikkei 225, donc la bourse de Tokyo japonaise, a perdu 6,84%. Donc là, je rappelle, on n'est pas sur de la crypto-monnaie, on est sur des bourses traditionnelles. Perdre même 1%, c'est énorme sur une journée ou sur 5 jours. Pour une bourse traditionnelle comme le Wall Street, c'est plutôt rare, 1%. Là, on parle même plus de 1%, on parle de 6,84% pour la bourse de Tokyo. Ça n'était plus arrivé une telle chute depuis 1984 ou 1987. Alors, j'ai un doute sur les deux dates, mais voilà, pour vous dire un peu l'ordre de grandeur, depuis 40 ans, on n'avait pas connu ça au Japon, c'est une telle chute. Pour donner la situation un petit peu économique du Japon en ce moment, et donc du monde entier, puisque je rappelle que tout est lié aujourd'hui dans la mondialisation que l'on connaît. Bon. Le CAC 40, voilà, 3,62%, mais nous on continue, de toute façon, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, nous on prend cher au niveau du marché boursier. Et le S&P 500, c'est là où c'est plus étonnant par contre, que le S&P 500 était en bénéfice record sur prise de profit record depuis quelques années là. Et là, boum, on a la sauce, 2,5% de perte également pour le S&P 500, mais ça reste quand même bien moins élevé que les autres bourses. Voilà. Donc on voit également la résilience du marché boursier américain avec Nvidia, tout ça, en fer de lance comparé aux autres bourses mondiales, européennes ou même japonaises. Voilà un petit peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc tout ça n'est pas très encourageant. Je rappelle par contre, pour donner une bonne nouvelle, que le cours de l'or, lui, continue de bien exploser. Donc il y a un record qui a encore été établi cette semaine par l'or. D'ailleurs, on le voit ici, il a dépassé son précédent pic avant de rebaisser rapidement. Hein. Voilà. Mais l'or reste quand même très très élevé, vous le voyez sur la courbe. Ensuite, je continue avec les articles. J'ai pas fini. Hein. J'ai encore quelques petits articles à vous passer. Donc notamment avec un article de Le Monde, l'agence S&P, donc là on passe sur la partie géopolitique, mais tout aussi intéressante et importante. Donc l'agence S&P abaisse la note de l'Ukraine à un cran désormais du défaut de paiement. Donc là on voit que toutes les agences de notation, donc il n'y a pas que S&P, il y a aussi également Moody's and Fitch, notamment dans les grosses agences de notation, et elles sont très importantes puisque c'est elles qui définissent quelque part la note de la dette d'un pays, et plus elle baisse, enfin, elle note bien la dette d'un pays, plus cette dette est considérée comme forte par l'ensemble des marchés financiers, et donc les investisseurs investissent sereinement dans ce genre de dette, quelque part. Et inversement, plus ces agences-là de notation baissent les notes des dettes des pays, et plus les investisseurs sont frileux vis-à-vis de ces dettes, et donc demandent des garanties, et donc c'est pour ça qu'on a des taux d'intérêt plus élevés sur ces dettes-là. Et donc là, l'Ukraine, donc, eh bien, en fait, est quasiment, c'est ça que ça veut dire, hein, si on traduit quelque part derrière les lignes, entre les lignes, eh bien, ça veut dire que là, l'Ukraine est au bord de la faillite. Et donc, je rappelle que l'Ukraine est quand même en guerre là, contre la Russie, est en train de se faire exploser. Quoi qu'on nous en dise, quoi qu'on veuille bien nous faire croire, l'Ukraine est en train de perdre la guerre. Hein. Elle a perdu depuis déjà bien longtemps la guerre, en fait. Mais c'est un massacre au niveau des troupes, et c'est que... Voilà, c'est que ce qui anime cette guerre, c'est juste que Washington et Kiev ne veulent pas perdre la face trop violemment. Et donc ils envoient en chair à canon tous les malheureux soldats ukrainiens, bref, qui n'ont rien demandé au final. Bon, donc ça c'est la petite parenthèse, mais en tout cas pour le niveau économique, on voit bien que là, ça veut en fait dire quelque part que l'Ukraine, si elle est au bord de la faillite au niveau économique, elle est aussi au bord de perdre la guerre définitivement. Parce que je rappelle que dans une guerre, qu'est-ce qui est le nerf de la guerre? C'est l'argent. On le voit bien. Nous, en Europe, on a payé des milliards et des milliards à l'Ukraine pour financer son armement. On a envoyé nous-mêmes des armements, des équipements, mais surtout ce qu'on a envoyé, c'est de l'argent. Pareil pour les États-Unis, ils ont envoyé énormément d'argent vers l'Ukraine pour justement gonfler le nerf de la guerre qui est l'argent au final en Ukraine. Mais si l'Ukraine fait faillite, c'est fini. Là, du jour au lendemain, l'Ukraine déposera les armes parce qu'elle n'aura plus les moyens, même économiques, d'assurer les salaires pour les soldats, enfin, etc. Voilà, en tout cas, verra vraiment encore plus de difficultés, aux difficultés qui sont déjà quand même assez colossales, hein,
de ce que vit là l'Ukraine en ce moment. Donc là, ça a l'air de rien, cet article, mais en fait, ça révèle vraiment énormément de choses, hein, parce que quand on lit entre les lignes, effectivement, on se dit, ben, la guerre entre la Russie et l'Ukraine est bientôt terminée, mais à voir, ce ne sera pas une nouvelle guerre derrière qui sera entre la Russie et l'OTAN officiellement. Voilà, c'est un peu ce qui nous pend au nez, j'ai l'impression, et j'espère vraiment me tromper. Hein. Voilà, j'espère vraiment me tromper, parce que vous savez tous ce que ça veut dire. Hein. Si l'OTAN et la Russie s'affrontent officiellement, bah, c'est foutu. C'est la Troisième Guerre mondiale. Bon, donc je continue avec un prochain article, donc de l'Express cette fois, donc croissance française derrière la liesse des JO, les affres de la récession. Donc là, c'est vrai que j'enchaîne avec les mauvaises nouvelles, mais je suis désolé de vous le dire, hein, mais c'est la réalité des choses. J'aimerais bien vous donner des bonnes nouvelles, j'aimerais bien vous dire, c'est bon, il va y avoir la paix, et donc les marchés vont exploser, donc on va tous devenir riches, mais malheureusement, ben, vous voyez bien quand même, la réalité des choses est autre que ce qu'on aimerait. Donc là, voilà. Donc là, c'est-à-dire que ça y est, on est en train officiellement de rentrer en récession. Il y a déjà des indicateurs de performance qui le disent, et ça fait un petit moment. Normalement, la définition d'une récession, c'est quand on a une chute du PIB sur 2 trimestres consécutifs. Or, c'est vrai qu'on a du PIB qui stagne en fait en France, notamment depuis quelques temps, ou alors il y a une très 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 légère hausse de 0,1 point. Donc là, pour ça que les chiffres également aux États-Unis sont tombés, et pareil, dans une augmentation du chômage, et donc il y a également des questions qui se posent sur une possible récession aux États-Unis, ce qui ne serait pas étonnant, c'est même logique, puisque tant que que les taux directeurs des banques centrales restent hauts, forcément ça engrange derrière une récession, c'est-à-dire une contraction de l'économie. Donc c'est tout à fait logique. Moi je suis même étonné que ça ne soit pas arrivé avant officiellement, puisque c'est la définition même de la hausse des taux directeurs des banques centrales pour lutter contre l'inflation. Voilà. Donc la récession n'est qu'une conséquence en fait de la politique monétaire agressive des banques centrales européennes, mondiales, la Fed, etc. Voilà. Donc on n'y échappera pas en fait, et ils commencent déjà, donc les médias, on le voit, à nous prévenir, à nous préparer mentalement, même si nous plutôt on le sait depuis un petit moment. Voilà, et comme je l'ai dit, les JO, eh bien, c'est vraiment l'illusion, hein. C'est-à-dire, on nous a donné du pain et des jeux, et cause toujours, regardez que ça, ne regardez surtout pas ailleurs. Alors ça, c'est malheureusement, j'ai l'impression, beaucoup de gens tombent dans le panneau, encore une fois. Bon. Mais pas vous qui me regardez, j'en suis sûr. Voilà. Allez, donc je passe cette fois au dernier article pour vous dire que là où c'est inquiétant quand même, c'est que là, j'ai un article donc, de l'INSEE, sur l'inflation de juillet. Et là, malheureusement, en juillet 2024, les prix à la consommation augmentent de 2,3% sur un an. Autrement dit, l'inflation repart à la hausse. Donc ça, c'est le bouquet. Alors, ils expliquent cela facilement, et c'est vrai, par l'augmentation des prix de l'énergie, mécaniquement par l'État français. Mais ça reste quand même inquiétant dans le sens où malgré que les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne soient très hauts encore, eh bien on arrive malgré tout à être assez fort pour faire gonfler l'inflation d'un mois sur l'autre. Voilà. Dans un cadre où on est déjà en récession. Voilà. On a vu l'article précédent, on est quasiment en récession. Il nous prépare, hein, c'est clair. Pour moi, on l'est même déjà, mais bon, voilà. Et malgré ça, on commence à avoir l'inflation qui repart un petit peu à la hausse. Donc on va voir ce que ça donne en septembre. Moi, j'espérais qu'on n'ait plus d'inflation. D'ailleurs, j'en avais plus parlé depuis quelques semaines, là, de l'inflation. Je pensais que c'était résorbé. Mais finalement, voilà, avec les prix de l'énergie qui repartent à la hausse, forcément, on a une reprise de l'inflation. Donc, on va voir. Moi, je pense qu'on est vraiment, la France en tout cas, en très très mauvaise posture au niveau économique. De toute façon, je propose de regarder les vidéos de Marc Touachi, un économiste, vraiment des vidéos très solides, très explicites. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder ses vidéos. Et il explique bien mieux que moi tout ce genre de choses sur l'économie et l'état de pourquoi la France, eh bien, on est vraiment dans la mouise, hein, on va dire, pour rester poli. Dans les mois qui viennent, voilà. Bon. Donc sur ce, bah, écoutez, pour ça, moi je récapitule, hein, encore une fois, que les solutions, on n'a pas 36 000 sur le plan économique. Vous avez l'or, l'argent physique, donc depuis la nuit des temps, et on le voit encore là, ici, c'est que l'or
reprendre du poil de la bête encore, alors que tu es déjà à des niveaux records, dans un moment où les bourses et les marchés boursiers sont en train de chuter à cause de l'annonce de potentielle récession. Voilà. Donc, je vous parlais du marché boursier il y a quelques temps, attention, faites gaffe, ben, on y est. Vous voyez que le marché boursier est en train de se retourner là. Donc, est-ce que ça va être sur la durée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que le marché boursier commence à corriger des gains qu'il a records, hein, qu'il a obtenus dans les dernières années, derniers mois qui sont passés. Voilà. Donc, je récapitule l'or, l'argent, physique, donc pas photo. Le Bitcoin, pourquoi pas, mais là aussi attention parce que le Bitcoin c'est numérique, donc s'il n'y a plus de numérique, s'il n'y a plus de technologie dans le monde, ben il n'y a plus de Bitcoin hein, quelque part. Donc là aussi, faire attention, mais c'est quand même, Bitcoin ça va être le plus pratique et le plus facile d'accès comparé à l'or et à l'argent, sont quand même moins faciles d'accès et puis en plus sont physiques et donc un petit peu plus embêtants à stocker. Voilà. Mais après, rien ne vous empêche de faire une diversification, de prendre de l'or, du Bitcoin, un peu de l'immobilier, si vous avez les moyens d'acheter de l'immobilier cash pour avoir un potager. Alors ça, c'est vraiment le roi du pétrole, clairement. Et puis voilà. Mais après, les marchés boursiers, moi je vous dis, faites attention, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation très très fort. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, que vous soyez d'accord ou pas, il n'y a pas de souci, on est là pour en débattre. Et puis sinon, bah écoutez, je vous remercie encore une fois du fond du cœur pour les soutiens, les likes et tout, parce que vraiment ça fait plaisir. Et surtout également les abonnés, parce qu'on a dépassé les 700 abonnés. Donc ça fait chaud au cœur. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt, passez une très bonne semaine, des bonnes vacances. Il y a toujours des solutions, il faut quand même rester dans le positif, mais c'est vrai que sur la réalité des choses, il faut quand même se préparer à encaisser une vague, hein, un choc économique. C'est plutôt, c'est de plus en plus évident. Voilà. Bon, allez sur ce, la bise, à bientôt, ciao.